Donc vous le savez, c'est un conseil, c'est le premier de l'année, puisque nous votons le budget en décembre. Mais c'est un conseil très important, car il va nous permettre d'une part d'acter de fortes décisions. Et nous allons commencer sans plus attendre par un bilan sur la politique de vaccination. Et je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour votre implication, car sachez que le centre de vaccination de Mandelieu-Napoule, qui s'occupe de toute la basse vallée de la Siagne, effectue vraiment une tâche formidable. Il y a une équipe qui est extrêmement dévouée, vous en faites partie, et à travers vous, mes chers collègues, je remercie tous nos agents, en commençant bien sûr par David Kolofniki, qui lui aussi s'y est investi tout particulièrement, en remerciant les agents de la ville, en remerciant les médecins libéraux, les infirmières, tout le personnel, sans oublier le secours et la protection civile qui viennent nous aider et qui sont là maintenant depuis 2 mois, tous les jours, pour véritablement avoir une politique de protection de la population. Alors ça a été très difficile au début, vous le savez, et c'est pour ça que je vous en fais un bilan pour ce conseil qui est le premier officiel de l'année. En début d'année, l'approvisionnement de doses a été extrêmement compliqué à obtenir, extrêmement difficile. Il y a même eu des ruptures d'approvisionnement pendant plusieurs semaines, ce qui fait que le centre a dû fermer. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 7000 vaccinations effectuées, dont 1500 citoyens ont eu les 2 injections. Et c'est un chiffre qui est très très encourageant, puisqu'il montre une montée en puissance très forte. Et cette semaine sera la première semaine où le centre va fonctionner véritablement, non plus à 30 ou 40% de ses capacités, mais peut-être à 50-60%, puisque l'État commence à parvenir à nous livrer des approvisionnements de manière constante et plus ou moins suffisants. Et il aura fallu attendre cette semaine de mars-avril pour arriver au quota qui avait été fixé, ou promis en tout cas par l'État, en janvier. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment sur une accélération, et j'ai bon espoir que ce chiffre que je viens de vous annoncer soit augmenté d'un bon millier d'ici la fin de semaine. Donc c'est une très bonne nouvelle, car il n'y a que par la vaccination que nous pourrons tourner la page du Covid-19. Il n'y a pas d'autre solution. Vous le savez, aujourd'hui, sur le département, les chiffres sont mauvais. Ils le sont également sur la France entière, mais dans les départements des Alpes-Maritimes, le taux d'incidence repart à la hausse. Il y a une nouvelle politique qui a été mise en place, puisque les restrictions qui ont été appliquées ne sont visiblement pas suffisantes, notamment dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, dès qu'il y aura un cas positif avéré dans une classe, la classe fermera. Il va donc y avoir des fermetures de classes sur la commune. Et ça va commencer dès aujourd'hui, puisque dans plusieurs classes, il y a des cas positifs et le test salivaire qui se déploie. Et là aussi, je peux déplorer que l'État, n'ayant pas les moyens de ses ambitions, il se réfère toujours sur la communauté locale, c'est-à-dire que ce sont les agents de la ville qui vont, avec le personnel des écoles, faire ces tests, alors que ce n'est pas leur travail, mais ils ont été formés pour le faire, et le but, c'est vraiment d'avoir une politique de dépistage la plus large possible, la plus spontanée possible. Encore faut-il que les moyens soient là, et vous avez compris que les moyens, comme c'était le cas pour les masques, comme ça a été le cas pour les doses de vaccins, eh bien c'est encore le cas pour les tests, puisque malheureusement nous sommes encore à la traîne. Et je suis au regret de vous annoncer que si la France est aujourd'hui l'un des pays au monde où il y a le plus de cas positifs par jour, loin devant le Brésil, nous sommes malheureusement dans le wagon de queue en ce qui concerne la vaccination, comme, il faut bien l'admettre, le reste des pays européens qui nous entourent. Nous sommes très très loin derrière le Royaume-Uni, très loin derrière les États-Unis, et je ne vous parle pas d'Israël. Voilà. Ce qui montre que quand on veut traiter un problème efficacement, il ne faut pas attendre d'avoir une belle concertation générale et humaniste. Il faut aller véritablement au combat et d'aller prendre les moyens nécessaires pour arriver à remplir ses ambitions. Ça n'a pas été le cas et je le déplore. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui dans notre ville, la situation, si elle est bien sûr toujours prioritaire au regard de la politique sanitaire, elle ne doit pas nous faire oublier nos autres objectifs. Donc, je vous le rappelle, politique de vaccination très déployée, soutien aux commerçants locaux. Vous le savez que nous avons autorisé l'installation de leurs étals sur l'espace public pour leur permettre de faire de la vente de click and collect, puisque l'État nous a rappelé alors très fermement en nous précisant que des verbalisations seraient effectuées sur les commerçants qui se permettraient de rester ouverts, ce que je trouve complètement délirant, puisque je ne comprends pas cette rupture d'égalité qu'il peut y avoir entre un commerçant qui, lui, a par exemple une étale de textile et un commerçant qui, lui, va pouvoir vendre sur un marché les mêmes textiles. Vous voyez, c'est tout à fait
incohérent, c'est une rupture d'égalité manifeste. Malheureusement, c'est encore une fois quelque chose qui a été pondu au niveau national sans aucune concertation locale, il faut bien le dire. Et je vous rappelle que les prétendues concertations des élus locaux ne sont que des façades de communication. Dans la réalité, elles ne sont pas menées ou elles sont menées de manière très très rapide et avec seulement 1 ou 2 élus du territoire dans le meilleur des cas. Sur les Alpes-Maritimes, toutes les décisions qui ont été prises par l'État l'ont été faites de manière unilatérale et avaient été en réalité décidées avant leur mise en application et avant toute communication éventuelle. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de concertation, encore moins d'écoute, et on est véritablement aujourd'hui dans le résultat de cette volonté toujours de tout décider seul, de manière pyramidale, et de ne prendre en compte aucune caractéristique véritablement du terrain. Donc, nous soutenons nos commerçants par différents moyens. Ça, c'est un moyen pratique. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui s'y impliquent. Éric Chaumier a fait sur cette délégation un travail vraiment important. Il y a aussi une volonté d'accompagner dans la durée et donc de faire de la gratuité, notamment en ce qui concerne, vous le savez, les AOT, tout ce qui est occupation de terrasse et tout ce sur quoi la ville a un moyen d'action. Donc notre budget est fortement, très fortement impacté pour la 2e année consécutive, puisqu'en plus des pertes de recettes, notamment de l'activité touristique, il y a aussi tous ces efforts financiers que nous faisons, sans parler du surcoût de la protection sanitaire. Je vous le rappelle, sur l'année précédente, c'était à peu près 10 millions d'euros qui ont été engagés, et c'est quelque chose d'extrêmement conséquent qui ne doit pas venir perturber nos autres politiques d'investissement et nos politiques de protection du territoire. Donc nous devons rester mobilisés. Et cette mobilisation passe par une structure budgétaire forte. Et pour qu'elle soit forte, nous devons nous poser une question. Aujourd'hui, c'est que sera notre ville demain? Est-ce que nous devons partir du principe que notre ville va paralyser ses investissements pendant plusieurs années pour gérer la crise, ou est-ce qu'au contraire, nous allons vouloir aller de l'avant et être proactifs, c'est-à-dire volontaristes dans notre capacité à nous réinventer? Il y a 1 an exactement, nous avons été élus par la population et les citoyens nous ont fait confiance à une très très large majorité. Et cette confiance, nous devons nous montrer à la hauteur. C'est-à-dire que nous avons, il y a 1 an, expliqué un programme et décrit une ambition pour notre ville qui était d'en faire une ville-jardin, une ville sur la Méditerranée qui serait une perle et une ville qui allait se réinventer tout en permettant de résister aux risques majeurs. Vous savez, les risques majeurs, c'est aujourd'hui notre priorité absolue. Il n'y a pas que le Covid-19, car le Covid-19 un jour disparaîtra, et les risques auxquels nous sommes confrontés chaque jour, chaque mois, chaque semaine, restent. Pour rester ambitieux, nous devons donc déployer nos moyens financiers. Et comme l'État se désengage de plus en plus, comme l'État transfère les charges, comme l'État déploie des réformes de sa fiscalité qui vont nous impacter directement, et je pense notamment à la taxe d'habitation, puisque vous savez qu'elle disparaît d'ici 2 ans, eh bien, nous devons réinventer notre économie. Et réinventer notre économie, ça passe par la différenciation de nos sources de revenus. Nous sommes une collectivité publique qui, de par tradition, ne dépend soit de l'impôt, soit de la taxation et de quelques revenus touristiques ou occupations de l'espace public. Nous devons changer cela. Et c'est pourquoi nous allons lancer un programme d'investissement très ambitieux, non pas pour faire de l'aménagement, mais pour créer de la richesse. Et c'est pourquoi, vous le verrez, nous avons inscrit dans ce budget un emprunt de 22,8 millions, c'est-à-dire une capacité d'emprunt de 22,8 millions, je précise, nous n'allons pas emprunter immédiatement 22 millions et quelques. Nous allons nous garder cette possibilité, cette latence de pouvoir déployer cet effort financier de richesse. Et je tiens à remercier Dominique Cazot, notre premier adjoint, avec le service des finances, qui ont fait véritablement un travail formidable, puisqu'aujourd'hui les taux sont tellement attractifs, pour ne pas dire inexistants, que nous pouvons recourir à ce levier sans mettre en péril la richesse de notre cité. Vous le savez, la structure financière de Mandelieu-la-Napoule, elle est très forte. Notre capacité de désendettement est de 6 mois. La moyenne nationale, je vous rappelle, c'est entre 7 ans et la cote d'alerte est à 12 ans. Nous sommes parmi une des villes les moins endettées de France. Donc nous allons recourir à ce levier pour augmenter cette richesse. Et notre solidité financière n'en sera que décuplée. Et quand je parle d'investissement, vous l'avez compris, je parle d'investissement producteur de ressources. Donc nous commencerons par une première tranche d'emprunt de 10 millions d'euros que je souhaite contracter le plus rapidement possible pour pouvoir mettre en œuvre cette politique. Nous ne pouvons pas attendre que la crise dicte notre agenda. C'est essentiel.
Si nous perdons du temps, les conséquences seront décuplées en termes de nocivité. Et c'est pourquoi nous allons avancer encore plus vite. Nous allons avancer également, je vous le disais aussi, sur les inondations, la lutte contre les inondations. Dans ce Conseil, nous allons acter des décisions fortes puisque nous allons acquérir près de 10 000 m² de terrain nouveaux qui vont nous permettre de réaliser un bassin de rétention, notamment sur le vallon de la Théoulière. Vous le savez, le vallon de la Théoulière, c'est ce vallon qui a dévasté le centre-ville il y a maintenant 1 an et demi. Eh bien, j'ai bon espoir que nous puissions réaliser très rapidement cet ouvrage. C'est un bassin de rétention de 13 000 m³ qui permettrait d'affronter des crues centenales telles que celles que nous avons affrontées en novembre et décembre 2019. Il y a eu beaucoup de travail à faire en termes d'études, mais également sur le foncier, puisqu'il y avait beaucoup de propriétaires à convaincre. C'est chose faite. Je remercie d'ailleurs les services. Et c'est un ouvrage qui sera réalisé par le SMIAG, qui est l'instrument du département. Donc la maîtrise foncière était essentielle. Nous l'actons dans ce Conseil et nous essaierons d'avancer le plus vite possible. Bien sûr, cette réalisation viendra s'ajouter toutes les réalisations connexes que nous menons, que nous continuons à mener depuis 2 ans, et qui là aussi monopolisent des ressources financières extrêmement importantes. Je vous rappelle que, par exemple, la réparation des voiries du collinaire que nous menons cette année après 18 mois d'études, et là aussi on peut vraiment déplorer la lenteur, la complexité, pour ne pas dire le labyrinthe administratif français, qui fait que pour faire des opérations rapides, vous devez perdre presque 2 ans en procédure, et encore 2 ans, ça va vite. Rien que cette année, nous mobilisons 3 millions d'euros pour la réparation des voiries du collinaire. Ces sommes-là, naturellement, viennent s'ajouter à toutes les dépenses imprévues. Et c'est pour ça que je vous le disais, nous devons réinventer notre richesse. Tout comme nous devons réinventer notre ville. Et comme nous réinventons notre ville, nous gravons dans sa politique générale des principes fondateurs. Une ville à dimension humaine, une ville sécurisée, une ville qui prend en compte à la fois le bien-être des citoyens et le bien-être de son environnement. Et là aussi, des décisions fortes sont prises dans ces derniers critères. Je salue d'ailleurs le travail de la police municipale, mon cher Serge, qui effectue vraiment une œuvre remarquable, jour et nuit, 7 jours sur 7, qui sera dotée dès cette année de nouveaux moyens d'intervention, puisque vous le savez, à la rentrée, je vous l'avais annoncé, nous allons créer une brigade d'intervention spécialisée qui va commencer d'ailleurs son entraînement, qui sera dotée de moyens exceptionnels pour pouvoir intervenir en tout lieu, en toute heure et quelles que soient les circonstances climatiques. Là aussi, ce sont les enseignements que nous avons tirés des intempéries de 2015 et de 2019. Donc là aussi, plusieurs millions d'euros engagés. Eh bien, nous allons aller plus loin encore dans cette politique de sécurité, puisqu'en plus de tous les moyens humains, de tous les moyens matériels, du déploiement du parc de vidéosurveillance, nous allons essayer d'accompagner un petit peu, je ne vais pas dire la rédemption, mais l'accompagnement de la sanction. Car vous le savez, aujourd'hui, ce qui pêche dans notre pays, c'est la réponse judiciaire. Il n'y a plus de sanctions, il n'y a plus de certitude de la sanction pour tous ceux qui enfreignent la loi au quotidien. Pour ceux qui ne l'enfreignent pas, il y a par contre un régime oppresseur très fort. Mais pour ceux qui la méprisent ouvertement, qui insultent les forces de l'ordre, qui passent leur temps à dégrader le cadre de vie de leurs concitoyens, eh bien, malheureusement, il faut bien le constater, aujourd'hui, il y a une impunité qui est plus que relative. Nous allons donc nous engager dans un projet qui a été lancé, qui est celui de déployer les travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire les condamnations à des travaux d'intérêt commun des jeunes délinquants. Eh bien, nous allons nous y associer de manière à pouvoir les recevoir et que ceux qui dégradent l'espace public et qui sont condamnés à ces peines dites légères réparent effectivement sur le terrain et soient encadrés pour le faire. Car il ne s'agit pas juste de faire de l'affichage, il faut que ce soit concret. Et c'est à mon avis, en réparant concrètement sur le terrain les dégradations qui ont été faites, que ces jeunes vont peut-être prendre conscience de l'impact de leurs actions. En tout cas, c'est un premier pas, et je souhaite que nous le menions de manière extrêmement forte, puisqu'on ne peut pas se permettre, là encore, de ne rien faire. Alors c'est malheureusement encore très loin de ce que nous voulions, mais c'est déjà un premier pas, et vous le savez, parfois les grandes avancées se font par petits pas, surtout en France, hélas. Donc, dans la lutte contre les inondations, un autre élément aussi dont je vous parle, puisque nous sommes sur une politique générale, vous le savez, je vous l'avais annoncé depuis 1 an, nous votons dans ce Conseil l'acquisition de 4 nouvelles sirènes d'alerte.
Ces sirènes d'alerte, en principe, sont de la responsabilité de l'État. Il n'y a que l'État qui puisse les acheter, les entretenir et les faire fonctionner. L'État n'a plus d'argent. L'État n'est plus capable d'acheter des sirènes d'alerte pour un territoire. C'est donc la ville, avec le département, mon cher David, qui va les acquérir pour les installer. Ce qui fait que notre territoire sera maillé en tout et pour tout de 7 sirènes d'alerte. C'est un maillage extrêmement fort, mais je l'ai voulu ainsi, parce que l'enseignement, là encore, de 2019 et de 2015, en 2015, toutes les sirènes étaient en panne parce que l'État ne les entretenait plus. En 2019, elles fonctionnaient, mais on ne les entendait pas suffisamment dans certains quartiers parce qu'elles étaient trop loin ou parce que le bruit ambiant des intempéries masquait leur son. Donc le maillage va se renforcer très significativement et ces sirènes seront le premier référentiel en cas d'alerte subite. Et il doit pouvoir fonctionner jour et nuit de manière à alerter, y compris les citoyens dans leur sommeil, si un événement brusque devrait se produire. Et là encore, je le précise, c'est de l'argent de la ville, c'est de l'argent communal qui vient se substituer à des financements qu'aurait dû faire l'État. Donc non seulement nous avons la crise, non seulement nous avons la réforme de la fiscalité qui est faite à notre préjudice, non seulement nous sommes prélevés sur tous les motifs possibles et imaginables, et je ne reviens pas sur l'amende SRU et le scandale de l'amende SRU, mais en plus, l'État n'est plus en mesure de maîtriser ses propres domaines de compétences qu'il ne nous a pas encore transférés. Et donc, c'est encore notre argent qui vient se substituer à ça. Donc, vous le voyez, le défi budgétaire qui nous attend sur les prochaines années sera fort. D'autant plus fort qu'il faudra l'expliquer à nos concitoyens. La réforme de la taxe d'habitation, par exemple, va voir se fusionner les taxes foncières du département et de la commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le citoyen qui paie les taxes foncières à la fois au département et à la commune, demain ne les paiera qu'à la commune. Ce qui veut dire que les taux vont être fusionnés. Et on pourrait avoir l'impression que le taux communal va être doublé, alors qu'en fait, il n'en est rien. C'est uniquement que nous récupérons une partie de l'argent du département qui lui-même sera compensé visiblement par la TVA. Et là encore, tout cela reste très flou, puisque c'est une politique au jour le jour. Donc là encore, beaucoup de complexité qu'il faudra accompagner, qu'il faudra détailler et qu'il faudra éclaircir pour nos concitoyens. Donc c'est une ville qui va grandir, je vous l'ai dit, c'est une ville qui va continuer à se développer, c'est une ville qui va s'embellir, et vous aurez dans les délibérations que nous allons passer une délibération assez symbolique puisqu'elle se veut artistique, elle s'inscrit dans la continuité de l'embellissement du quartier de la Napoule, puisque vous le savez, nous avions déjà réalisé une fresque dans le souterrain de la SNCF extrêmement dégradé, que nous avons là aussi refait sur notre budget, alors que normalement il aurait dû être refait par la SNCF, n'est-ce pas, mon cher Patrick? Et d'ailleurs, je remercie à ce point, sur ce sujet, le travail des services techniques. Eh bien, nous allons en réaliser une autre, cette fois-ci, sur un autre thème différent, pour venir embellir des façades, ou en tout cas des angles morts. Et je pense que nous allons réaliser une très belle œuvre, et nous allons le faire de manière d'autant plus vertueuse que nous allons faire un appel au mécénat. Et d'ailleurs, je remercierai tous les mécènes qui, spontanément, ont déclaré qu'ils voulaient y participer. Et j'espère que nous pourrons la dévoiler à nos concitoyens avant l'été. Donc ce sera une surprise, mais une surprise chaleureuse et une surprise qui, à mon avis, continuera à envoyer un message fort de déploiement. Vous le savez, ce que nous faisons sur la Napoule, nous allons le faire naturellement sur le centre-ville. Nous allons lancer la création de l'îlot de fraîcheur dans quelques semaines. Nous allons le faire sur Grand Capitou, projet qui doit commencer en fin d'année, sur lequel là aussi les services techniques font un travail remarquable. Et je tiens à le dire que bien souvent, c'est en interne que nous rattrapons les carences des maîtrises d'œuvre et des bureaux d'études. Carences, je l'espère, passagères, mais si elles ne devaient pas l'être, naturellement, il y aurait une communication assez forte sur ce sujet, puisque à un moment, nous ne sommes pas là pour réparer sans arrêt les erreurs des autres. Nous allons aussi inscrire dans notre ville, vous savez, un principe qui m'est très cher, c'est que nous sommes une ville qui doit prendre vraiment en compte la protection de son environnement et aussi de la faune et de la flore, et donc des animaux. Et vous le savez, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement fort, puisque je pense qu'une société, son degré d'évolution se mesure à sa capacité à protéger ceux qui, par définition, ne peuvent rien dire, et donc nos fidèles compagnons sont en première ligne sur ce sujet. Et donc non seulement nous allons déployer une politique d'accompagnement de stérilisation des félins, mais, et je vous le dis, je vous l'annonce, on en avait parlé lors du programme, lors de la campagne, je vous l'officialise,
Nous allons créer un sanctuaire sur la Siagne, un sanctuaire où l'homme ne pourra pas aller, un sanctuaire en bord de Siagne, qui sera destiné uniquement à recueillir notamment les oiseaux sauvages, toute la faune et la flore qui pourra ainsi se développer sans perturbation. C'est quelque chose que nous allons faire en partenariat avec les associations et notamment avec la Ligue de protection des oiseaux. Et c'est quelque chose que je veux concret, c'est quelque chose que je veux réaliser dans les prochaines semaines. Et je pense que ça sera un très beau projet. Il y en aura d'autres, mais au moins nous allons acter dans notre centre-ville, dans notre tissu urbain, il y aura un secteur important qui sera consacré à la vie sauvage et où nous ne pourrons le contempler que de l'extérieur. Je pense que c'est essentiel puisque nous avons tellement recouvert la nature en général et heureusement dans notre ville de Manduanapoul, nous avons encore la chance d'avoir des milliers d'hectares de nature préservée. Mais si nous avons des milliers d'hectares de nature préservée, il est important que la nature recouvre la ville directement dans son tissu urbain et directement dans notre voisinage. Ça sera chose faite avec ce projet. Je vous le soumettrai très prochainement, mais je vous l'avais déjà exposé et je pense que vous avez tout de suite compris qu'il s'agissait d'une grande partie du parc des Oliviers. Ensuite, nous allons continuer à nous engager bien sûr sur le sport. Vous le savez que le sport est pour nous une marque très importante. Ça fait partie de notre ADN, c'est notre identité. Nous sommes la ville du sport par nature. Et d'ailleurs, mon cher Patrick, je te remercie, avec Philippe Marafetti, pour le travail que vous faites au quotidien. Je n'oublie pas d'ailleurs Charles Barège, qui réalise non seulement un travail formidable au centre de vaccination, mais également sur le sport santé. J'en profite aussi pour saluer Valérie Baroguel, Madame Vaccin, qui vaccine matin, midi et soir, qui ne s'arrête plus même le week-end. Et donc le sport, vous le disais-je, c'est quelque chose qui doit continuer à nous guider dans notre volonté du bien-être et du cadre de vie. Donc nous allons nous inscrire dans cette démarche durable en imposant à tous les événements sportifs une démarche vertueuse. Qu'il n'y ait plus ni plastique, qu'il n'y ait plus ni jet sur la voie publique, qu'il n'y ait plus de déchets. Vous le savez, nous avons installé des filets sur tous nos exutoires d'eau pluviale. Eh bien, c'est très bien, mais la première ligne de défense contre la pollution, c'est le comportement des citoyens dans tous les lieux, dans tous les aspects de leur vie, dans la vie privée et dans la vie sur l'espace public. Donc c'est un partenariat que nous signons, c'est une charte que nous allons imposer. Et je pense que ce sera extrêmement important d'y veiller, de continuer dans cette voie pour ne jamais reculer. L'environnement sera peut-être la plus dure bataille du XXIe siècle pour l'humanité. Car elle va devoir remettre en cause nos modes de vie, non pas à l'échelle de décennies, mais à l'échelle d'années. Le monde se meurt, le monde marin est à l'agonie, et quand je vous dis ça, je pèse mes mots. Imaginez que chaque année, 600 000 tonnes de déchets plastiques sont rejetés dans les océans, en Méditerranée, et 10 000 tonnes rien que pour la France. C'est énorme. Et je vous le dis, je vous le redis, n'oubliez pas que chaque semaine, chacun d'entre nous ingurgite déjà dans son alimentation l'équivalent d'une carte bleue. Donc, nous devons impérativement montrer le chemin par des actions proactives. Nous devons continuer. C'est sur notre territoire que ça peut commencer. Nous pouvons lancer des mouvements. Eh bien, il faut le faire. Il ne faut pas s'arrêter. Et c'est là encore quelque chose que nous pourrons faire de par la force de la richesse de la ville. Donc, ambition, principe vertueux, mais volonté d'avancer quoi qu'il arrive, en dépit de la crise, en dépit des discours défaitistes, en dépit des obstacles. Nous y arriverons, j'en suis convaincu, et nous allons l'acter dès aujourd'hui par le vote de ces 47 délibérations qui montreront le chemin sur bien des aspects. Merci à vous, mes chers collègues.